Donc, après cette brève histoire des pandémies, nous allons à présent étudier un peu les aspects psychologiques à l'œuvre, ainsi que les aspects sociaux, publics et épidémiologiques, afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe chez les gens quand il y a une pandémie et que nous puissions avoir une compréhension un peu plus approfondie des réactions des gens, soit les gens autour de nous, nos parents, notre entourage, soit aussi nos patients. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par un peu pointer le parallélisme entre les concepts de folie et de contagion. Si la maladie infectieuse est contagieuse, la maladie mentale a aussi été considérée pendant très longtemps comme étant, on va dire, symboliquement contagieuse. Donc, si la maladie infectieuse est une contagion réelle, la maladie mentale, elle, peut avoir une contagion symbolique. Et d'ailleurs, vous connaissez tous la blague autour des psychiatres que le fait qu'ils passent autant de temps avec des personnes qui ont une maladie mentale fait qu'il va lui-même développer une maladie mentale. C'est une anecdote c'est une blague en fait qui est très très courante, très populaire entre les gens. Donc, c'est ce qui est commun aux deux, à toute maladie infectieuse et surtout qui est hautement donc virulente et qui peut être, où il y a un potentiel de contamination très important et une maladie mentale, c'est la stigmatisation et l'isolement avec cette peur de la contagion. Donc, l'isolement, là actuellement en psychiatrie, ce n'est plus le cas puisque les patients psychiatriques, on doit les traiter dans leur communauté, mais historiquement, la plus grande partie de l'histoire de la psychiatrie a insisté sur le fait d'éloigner les malades mentaux entre guillemets de la société et de les mettre en fait dans une institution, donc loin de la communauté, loin de la société, ce qui n'est pas sans rappeler en fait le concept de quarantaine et le concept d'isolement dans une maladie infectieuse, même si c'est pour d'autres raisons, mais c'est aussi un peu pour protéger la société entre guillemets. Donc juste cette comparaison, c'est un peu pour comprendre que dans les deux cas, les gens ont cette peur d'être envahis par un germe, d'être envahis par un virus, d'être envahis ou d'être envahis par une maladie psychiatrique, on va dire dévorante, avec cette métaphore euh, du, d'une maladie qui détruit, qui dévore comme un virus qui se nourrit. On utilise le terme de dévorer, se nourrir, manger, un virus qui va se nourrir, qui va vraiment se nourrir du corps humain et une maladie mentale qui va se nourrir de l'âme et du psychisme. Cet aspect, donc, cette peur qui est très profonde, qui, je dirais, est même présente à mon avis, dans l'inconscient collectif, va être en fait, va ressortir, va ressurgir à la surface justement par l'aspect collectif. C'est-à-dire le fait que la pandémie est vécue à un niveau collectif et non pas individuel facilite le relâchement de ces pulsions, de ces peurs profondes et facilite le relâchement justement aussi de pulsions agressives avec des propos, puisqu'on voit que c'est beaucoup plus fréquent d'entendre actuellement des propos racistes ou de propagande, des propos par exemple racistes contre les Chinois, contre ceux qui ont commencé à l'époque en 1980 des propos stigmatisants contre les homosexuels. Donc c'est juste que ce contexte de peur profonde d'être envahi, d'être contaminé, va laisser libre cours à des pulsions agressives et se manifester à travers beaucoup plus de racisme et de discours de haine. Et ceci est facilité donc par le niveau collectif. Surtout qu'il y a une connotation, comme je l'ai dit, dans la Bible et le Coran, plusieurs pandémies sont évoquées comme étant des châtiments de Dieu sur les hommes pour les punir de leurs péchés. Et donc il y a cette perception inconsciente de la pandémie comme étant le résultat d'une communauté qui est mauvaise. Et d'ailleurs, vous entendez sûrement maintenant les interprétations et les explications comme quoi c'est la nature qui est en train de restaurer son ordre, qu'elle se venge parce que l'homme est en train de la détruire. Et donc la pandémie, ce qui est très marquant, c'est qu'elle altère quand même le sens de la réalité et de l'ordre social, puisqu'elle perturbe tous les codes et les normes sociales, que ce soit par la distanciation sociale, l'annulation des événements publics. Donc, elle va perturber tous les codes habituels auxquels nous sommes habitués. Si vous avez vu le film Contagion, un film qui date de 2011, je pense qu'il a été inspiré par la pandémie du swine flu, qui est en fait très pertinent et qui peut vraiment expliquer cette altération de l'ordre social.
Donc, tout ça pour dire que la pandémie a un impact quand même profond et existentiel sur le psychisme individuel, mais surtout sur le psychisme collectif, avec une resurgence de toutes ces métaphores et de tous ces symboles qui datent déjà depuis les livres religieux. Donc, si on regarde un peu les aspects sociaux et publics et épidémiologiques de la pandémie, c'est important déjà de savoir que l'étymologie du terme contagion, c'est avec le toucher. Donc, co-tagio, du latin, c'est avec le toucher. Donc, c'est littéralement être contaminé par le toucher, par le contact physique. Alors, s'il y a la contagion comme la contamination par le virus, il y a surtout ce qui nous intéresse, nos psychiatres, c'est la contagion à un niveau psychologique. Donc, c'est la contagion, on va dire, plutôt émotionnelle et comportementale qui va répondre à la théorie du comportement collectif. Donc, c'est important de comprendre la théorie du comportement collectif pour que nous puissions comprendre et cibler aussi la panique de masse. Donc, la théorie du comportement collectif, elle stipule que la foule peut avoir un impact sur le comportement et les émotions d'un individu, dans le sens où si l'individu, quand il se trouve dans une foule, il peut, s'il y a un événement bien sûr particulier, il peut se comporter d'une certaine manière, et que s'il n'est plus dans cette foule, ou que s'il se soustrait à l'influence de cette foule, revenir il va revenir en fait à la normale. Cette théorie, elle a été tout d'abord élaborée par Gustave Le Bon, un psychologue et mathématicien en fait, qui a écrit un livre Psychologie des foules et qui vraiment explique de façon très pertinente comment le comportement de masse peut être incontrôlable mais surtout inconscient et donner lieu à des comportements extrêmes. Plus tard, ces théories sont plus affinées par Robert Park et Blumer. Robert Park qui explique comment les individus peuvent mimer les comportements les uns des autres lors de situations de stress, et Blumer qui va théoriser le concept de Milling, qui est le fait que le comportement et l'opinion individuelle peut diminuer en faveur du comportement et de l'opinion collective, bien sûr en temps de crise. Donc ici on parle en temps de crise. L'individu est plus susceptible à l'effet de foule et l'effet de masse en temps de crise. Ça, c'est important de le souligner. Donc la contagion émotionnelle, c'est la propagation de l'affect ou d'une humeur dans des populations par exposition simple, alors que la contagion comportementale, c'est la propension à copier des comportements manifestés par une personne par proximité ou à travers la couverture médiatique de ce comportement. Donc ici, c'est important de savoir que la contagion comportementale peut parfois être positive. Donc si le modèle, il va montrer un comportement qui est positif, par exemple un comportement de santé qui est bénéfique, qui sert à la santé public, et que par contagion il est copié par la foule, c'est quelque chose qui est plutôt bon. Mais ce qui est dangereux, c'est quand la contagion comportementale, elle se fait à travers des comportements qui ne sont pas qui sont délétères ou destructifs. Donc dans la contagion comportementale, la contagion émotionnelle, donc il y a une synchronisation qui est automatique des expressions, des tonalités, des postures et des mouvements avec ceux d'une autre personne. Donc quand on va se comporter ou quand on va refléter les expressions émotionnelles d'une foule, on va arriver à ressentir des émotions qui sont similaires. Et ça, peut-être que vous le sentez aussi si par exemple vous allez à une manifestation, il y a beaucoup de gens où tout le monde est très très excité, et soudain vous allez vous sentir excité même si à la base vous êtes venu et que vous n'étiez pas trop enthousiaste pour ça. Et ça, c'est bien sûr médié par le système limbique. Alors que la contagion comportementale, elle va donc surtout chez des comportements comme par exemple les automutilations qui peuvent vraiment arriver parfois par contagion comportementale. On le voit beaucoup chez beaucoup d'adolescents qui n'ont pas forcément une psychopathologie bien particulière, mais qui expérimentent les automutilations par effet de contagion, par effet de groupe, les comportements agressifs, de violation de règles, de bande, effet de bande comme on dit entre guillemets, ou les comportements de consommation. Si on voit par exemple qu'un produit est très demandé, qu'il est très consommé, qu'il est consommé par des gens très célèbres ou très huppés, on va vouloir aussi le consommer, et ça c'est un effet de contagion comportementale. Une autre contagion très importante, c'est les contagions hystériques. Donc il y a eu
Là, on n'a pas trop le temps de s'attarder là-dessus, mais vous pouvez lire sur le phénomène de Junebug en 1962 dans une industrie de textile où il y a eu 62 employés, coïncidence en 1962, 62 employés qui se sont plaints et qui sont commencés à se plaindre l'un après l'autre qu'il y avait une moustique dans l'usine qui les piquait et qui provoquait des symptômes physiques comme les paresthésies et la nausée. Et donc c'est vraiment après beaucoup d'examens que ça a été démontré que c'était plutôt l'anxiété et le stress qui avaient induit ces symptômes chez ces employés qui étaient en fait tout à fait convaincus, donc c'était pas de la simulation. Donc c'est assez intéressant si vous voulez lire là-dessus. Et juste pour dire que la contagion comportementale, en fait, elle aide l'observateur, celui qui copie le comportement, à résoudre un conflit. Donc je répète, la contagion émotionnelle et comportementale arrive surtout en période de stress et pour résoudre une crise que l'individu seul n'arrive pas à résoudre. Et il y a bien sûr des facteurs qui déterminent la contagion émotionnelle et comportementale. Elles sont plus fréquentes dans les zones urbaines et densité élevée de population, chez les personnes qui sont plutôt extraverties et chez les personnes qui ont un haut degré d'identification à la communauté ou un besoin d'appartenance à la communauté. Bien sûr, la théorie de la contagion questionne le concept de l'autonomie absolue du sujet en tant qu'agent rationnel, mais je pense qu'elle est quand même pertinente en temps de pandémie, que c'est important de bien la connaître pour pouvoir expliquer et comprendre les comportements des gens. Donc, dans une pandémie, il n'y a pas seulement une propagation rapide de la maladie, mais cette propagation de la maladie, elle est accompagnée d'une propagation rapide de la panique collective. Dans un très très bel article dans le New England Journal of Medicine en parlant en fait du H1N1, du swine flu, il y a un médecin qui évoque ce qu'on appelle l'épidémiologie émotionnelle et il dit que tout comme on doit aussi étudier l'épidémiologie du virus ou d'une maladie infectieuse, il faut aussi étudier l'épidémiologie des émotions qui accompagnent la pandémie. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui influencent cette panique en masse, comme le sensationnalisme des médias, l'incertitude concernant le nouveau virus, et nous avons vu aussi comment ça se fait par justement la contagion émotionnelle et comportementale. Ce qui va en fait entraîner des fausses croyances, des scénarios catastrophes et une anxiété de masse propagée surtout actuellement par les réseaux sociaux. D'où ce qui est très important, c'est il faut disséminer des données épidémiologiques qui sont fiables parce que plus l'incertitude, plus l'information est fiable, plus l'information est claire, moins il y a de données contradictoires, plus on pourra contrecarrer les incertitudes et les rumeurs anxiogènes, plus les gens sont anxieux, plus les gens sont incertains, plus ils ressentent un conflit et plus ils vont être prédisposés à la contagion émotionnelle et comportementale et donc à la panique de masse qui peut devenir incontrôlable et très difficile à gérer puisque ce n'est plus seulement au niveau de l'individu. C'est pourquoi nous, on conseille aux individus de diminuer l'exposition aux réseaux sociaux, justement pour limiter cette contagion émotionnelle. Donc, on sait maintenant que les médias peuvent avoir une influence puissante sur les comportements de santé, que ça soit d'un côté positif ou négatif. Donc, vaut mieux pouvoir utiliser à bon escient les médias pour avoir une influence positive sur les comportements de santé et encourager les comportements de prévention positive sans induire de panique. Donc, il faut vraiment faire attention à la pandémie émotionnelle qui accompagne la pandémie infectieuse, puisque la peur se nourrit de l'ignorance et de la mésinformation, peut entraîner des comportements incontrôlables à une échelle massive, avec des effets délétères pour des sociétés entières.